merci à l'université et aux organisatrices de ce laboratoire d'avoir prévu cette session en hommage à Jean-Claude et à Françoise Rivière. Plus près du micro, je vais parler plus près du micro. Voilà, je voulais les remercier d'avoir organisé cette session, même si pour nous, pour tous les gens qui étaient très proches de Jean-Claude et Françoise, c'est un peu douloureux et un peu difficile, mais on va faire face. Et donc, j'ai essayé d'imaginer cet exposé autour de l'apport scientifique de Françoise et de Jean-Claude plus particulièrement, puisque j'ai beaucoup, comme vous le savez, travaillé avec lui en pays Païki et Tiemouhi. Leur rapport scientifique à la connaissance du monde kanak et à l'inventaire des savoirs kanak aujourd'hui. Alors, le point de départ de Jean-Claude Rivière, c'est la linguistique, comme vous le savez, c'est la phonologie, c'est la notation des sons dans la langue et des mots, et puis l'ouverture sur la grammaire. Et en ce qui concerne le travail qui m'a directement apporté, et à partir duquel j'ai commencé mes propres recherches, c'était un travail centré sur l'enregistrement, la transcription, la traduction et éventuellement, je dis bien éventuellement, l'interprétation des énoncés recueillis et des énoncés qui nous étaient livrés par nos interlocutrices et interlocuteurs, sinon spontanément, parfois spontanément, soit à notre demande, en demandant si pouvaient nous raconter un conte, une histoire. Bon. Et d'ailleurs, c'est une tradition ancienne qui caractérise un peu les recherches en Nouvelle-Calédonie, enfin qui caractérise beaucoup les recherches en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est une tradition originale qui consiste à demander aux personnes vivant ici de s'exprimer dans leur propre langue. Et de prendre un soin particulier, bon, bien sûr à l'étude de ces langues quand on est linguiste, mais aussi à la nature de leur expression, à l'organisation de leur pensée, aux formes prises par leur narration, donc dans des langues kanak. Alors, cette idée d'enregistrement, de transcription, de traduction, etc., elle vient au départ, elle a été engagée par le pasteur Maurice Lénard à des fins missionnaires. Maurice Lénard était d'abord un missionnaire, et c'est dans son travail missionnaire protestant qu'il a insisté sur l'importance du livre pour pouvoir expliquer les livres du christianisme, principalement les évangiles. Et donc, Maurice Lénard a incité ses premiers collaborateurs kanak qu'il avait fait venir. Maurice Lénard avait 24 ans quand il est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Il les a incités à écrire dans leur propre langue, tout en leur apprenant à écrire tout simplement, puisqu'il n'y avait pas de langue écrite à proprement parler dans les populations océaniennes et kanak de Nouvelle-Calédonie. Donc cette méthode, c'est une méthode originale. Il ne s'agit pas de leur demander qu'est-ce que vous pensez de, je ne sais pas, de la case. Hein, il s'agit de leur demander d'écrire eux-mêmes quelque chose
à propos de l'usage des cases dans leur propre langue. Et vous savez que ainsi Maurice Lénard a initié l'émergence d'un ensemble d'érudits kanaks de la première heure, puisque de l'évangélisation par Maurice Lénard protestante commençant à la fin de 1902, donc a constitué un réseau. Il avait une centaine de natas, de personnes qui allaient après porter la parole de l'Évangile, mais ces gens écrivaient en langue indienne, correspondaient avec Maurice Lénard et étaient incités eux-mêmes à recueillir des énoncés émis par leurs congénères, que ce soit des discours de coutume, que ce soit des poésies, que ce soit des chants, que ce soit également des récits. Des récits sur l'histoire des clans, etc. Donc cette méthode, elle n'est pas utilisée partout. J'ai des collègues qui travaillent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils travaillent en pidgin, voilà, ils ne le font pas, si vous voulez. D'abord parce que l'apprentissage des langues n'est pas toujours quelque chose de facile, mais aussi parce que l'ethnologie, c'est souvent donné comme objectif, un objectif immédiatement interprétatif. On pose des questions aux gens, ils répondent, et à partir de là, on construit un discours à leur sujet. Et le privilège de la méthode ethnolinguistique que Lénard avait mis en œuvre, c'est avant de savoir ce que nous, on va penser de l'univers kanak en l'occurrence, eh bien, on va d'abord leur demander comment eux, ils se voient, et comment eux se disent et se montrent. Et c'est ainsi que, vous le savez, Lénard a travaillé par exemple avec Boissou Erizizi, qui était un grand érudit kanak, qui lui a rédigé 34 cahiers, qui ont maintenant été publiés par la FELP en indien avec des résumés en français. Et c'est avec ces 34 cahiers qu'il a écrit Notes d'ethnologie néo-calédonienne. Mais c'est pas avec, il a simplement recopié les cahiers. Mais il a oublié de mettre le nom de Boissou sur la couverture. Mais sans Boissou, il n'y avait pas de notes d'ethnologie néo-calédonienne. Donc, nous nous sommes inscrits dans cette tradition par le biais, alors c'est assez cocasse, si vous voulez, puisque le pasteur Lénard était un religieux, un missionnaire, etc. Et c'est André-Georges Audricourt, un communiste athée, voire anticlérical, qui a repris cet héritage méthodologique en recueillant lui-même, dans les années 60, quand il vient en Nouvelle-Calédonie, des textes, et surtout en essayant d'obtenir, souvent via Jean Guillard, d'obtenir les documents que Maurice Lénard avait pu recueillir, avait pu archiver, non seulement en langue indienne, mais aussi dans les autres langues de Nouvelle-Calédonie. Et comme vous le savez, Lénard a aussi écrit un bouquin, Langues et dialectes de l'Austro-Mélanésie, je crois que ça s'appelle comme ça, et il y a des exemples de textes. Et d'ailleurs, Lénard a publié aussi ses documents néo-calédoniens, donc un recueil de textes traduits. C'est pas du tout comme ça qu'on fait carrière en ethnologie. En général, si vous voulez, parce que c'est difficile à lire. On fait plutôt carrière en parlant de l'âme du peuple, des rituels, des représentations, en écrivant comme Lévi-Strauss les mythologiques, c'est-à-dire en faisant des comparaisons entre des énoncés, mais qui sont déjà broyés, repris, synthétisés, résumés, etc. Donc on s'est inscrit dans cette tradition, et Jean-Claude, en tant qu'élève d'Audricourt, Françoise, et puis ensuite des gens qui travaillaient au Lacito dans ce laboratoire qui a été créé en 1976 par Jacqueline Thomas et André-Georges Audricourt, Claire Moïse Faury qu'on a entendu ce matin, mais aussi Isabelle Bril et bien d'autres, Maurice Couillot, etc., se sont inscrits dans ce type de travail, à tel point qu'il a fallu créer un laboratoire spécial, si vous voulez, parce que c'est pas tellement porteur. Vous dites que vous parlez la langue, que vous la transcrivez et que vous écrivez, vous traduisez ce que les informateurs vous ont dit, surtout dans la République française. Bon, les informateurs de l'outre-mer, en général, à part Senghor et Aimé Césaire, mais ils écrivaient en français, ils ont du mal à émerger, voilà, comme alter ego. Donc, Jean-Claude Rivière a travaillé de cette façon
sur la langue, mais avec le souci de dépasser son enquête linguistique en la démultipliant en recueil, en enregistrement d'énoncés. Alors, je vais parler, on a parlé ce matin de tout son parcours dans le sud de Nouvelle-Calédonie. Il a aussi travaillé au Vanuatu, etc. Mais moi, je vais parler de la zone pour laquelle il m'avait fait venir, c'est la zone de langue païki et de langue tiemouhi, puisque c'est là qu'il a travaillé le plus longtemps, et surtout, comme il le revendique, il le dit au début de sa grammaire, à partir d'un certain moment, il a décidé de faire un recueil systématique des histoires concernant les clans dans les différents tribus, dans les différents espaces où il était amené à travailler. Alors le côté systématique est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement recueilli des exemples, pris une histoire pour mettre à la fin d'un, je ne sais pas quoi, une histoire de Laura et le poulpe, etc. Non, il a systématiquement enregistré les représentants, les orateurs, les gens qui voulaient bien, racontant l'histoire de leur clan. Et ensuite, en même temps, il les a suivis dans les opérations coutumières, les deuils, les mariages, et en enregistrant tout, en transcrivant tout. J'ai vu il y a 4 heures de discours de mariage, tout est transcrit dans des cahiers, mot à mot, impeccable, etc. Donc, et il me disait, je ne vois pas d'autre solution, ce monde est trop compliqué et je ne veux pas dire n'importe quoi. C'était une obsession de Jean-Claude, un certain scepticisme sur ce que disaient les ethnologues, un scepticisme assez grand d'ailleurs, disant, bon, écoutez, vous me dites que les Kanaks pensent comme ci, pensent comme ça, où est-ce qu'ils l'ont dit? Montrez-moi où c'est. Hein. Vous avez des énoncés généraux sur le monde kanak, où est-ce que c'est écrit? Hein, et alors, si c'est écrit nulle part, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette déduction? Qu'est-ce que vous avez observé qui permet de dire ça? Donc, ce souci des énoncés et de la traduction, en tant qu'apprenti ethnologue, quand j'ai rencontré Jean-Claude Rivière, ça me plaisait beaucoup, parce que j'avais le sentiment que l'anthropologie était une discipline qui s'auto-reproduisait en parlant des sociétés lointaines, mais qu'on n'avait pas d'éléments de preuve. Voilà. Après, on disait les sociétés archaïques, voire primitives, s'organisaient comme ci, comme ça. Le don, par exemple. Le don, alors, je sais si on en parle du don. Hein, Jean-Claude disait, bon, alors, pour dire donner, on dit comme ça. Le don aux oncles maternels dans telle circonstance, c'est comme ça. Françoise aussi a fait dans le dictionnaire qu'elle a publié avec Jean-Claude Rivière sur les langues du Nord. Vous ouvrez à don, là, il y a au moins 6 ou 7 ou 10 entrées avec les points. Vous apercevez que le don, c'est tout un problème. Hein. C'est pas simplement donner pour rendre, qui était un peu qui est le point de vue chrétien, finalement. Hein. C'est-à-dire, il faut être gentil, il faut donner. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Le don est structuré, inscrit dans des pratiques très singulières et qui apparaissent bien dans les récits. Donc, Jean-Claude Rivière et Françoise, notamment Françoise avec les textes Némi, on n'en a pas parlé ce matin, mais c'est 2 volumes très impressionnants de textes, ils associaient l'enquête linguistique pure et dure à la collecte de documents oraux. Et Jean-Claude l'a mené de façon systématique autour de la constitution des systèmes politiques de la zone tiemouhi. Finalement, c'est ça, ces histoires. Comment les gens sont arrivés, qui les a accueillis, où est-ce qu'ils se sont installés, pourquoi ils sont partis, quelles sont leurs prérogatives dans la chefferie ou pas, etc. Et donc, ce passage constant d'une linguistique pointue, rigoureuse, à un recueil systématique de textes, étendu pour la zone tiemouhi à toutes les réserves, toutes les tribus, évidemment, ça n'a pas pu se faire. Et ça a été évoqué ce matin par Fabrice.
qui a dit un petit mot très important sur la façon dont Jean-Claude Rivière et Françoise travaillaient. Ça n'a pas pu se faire sans collaboration, sans interlocuteur, en gros sans amis. Et ils ont, par un talent personnel, je pense, ils ont noué avec les populations, avec les gens, avec les individus, des relations de confiance, de respect mutuel, de convivialité et de responsabilité dans le travail. C'est-à-dire le travail, c'était du sérieux. Les gens venaient, je leur donnais rendez-vous et on travaillait très longtemps de façon extrêmement méticuleuse. Il leur faisait répéter, je l'ai vu faire 10 fois pour avoir les tons, etc. Et cet esprit... ce travail de collaboration, donc, il s'est appuyé sur des érudits kanaks, dont certains venaient de l'influence de Maurice Lénard, d'autres pas, c'est des catholiques par exemple. Et il y en a une liste très très importante. Et aujourd'hui, avec mon ami Gaspard Promenio qui est ici, nous continuons à travailler sur les traces de ces érudits qui ont travaillé avec Maurice Lénard, ont travaillé avec Audricourt, ont travaillé avec Françoise et ont travaillé avec Jean-Claude Rivière. Et pour les citer tous, ce serait très difficile, mais je vois dans les enquêtes de terrain que je fais aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quel contexte, je vois combien cette histoire est importante. C'est-à-dire, je me situe dans une généalogie dans laquelle Jean-Claude occupe une place extrêmement, extrêmement forte. Et on sait qu'on a vu le vieux Intel, qui était un grand-père ou un arrière-grand-père, qu'on a vu Agathe Pambouti, Jean-Baptiste Bova, Robert Poirareux, Ndui Matayo Guetta, Théé Bouyang, Antoine Goromindo, évidemment, Sébastien Pouangou, Raymond Diella. Et il y en avait une kyrielle, si vous voulez, de gens qui étaient nos... comment dire, ils étaient dans notre équipe, quoi, voilà. Et alors avec ces érudits kanaks, ce travail méticuleux pour transcrire, et puis ce travail jamais approximatif. Alors c'était une des exigences de Jean-Claude, c'était on allait jusqu'au bout, quoi. Il va répéter 10 fois le mot, jusqu'à ce que je le note correctement. Vous l'interprétez comment on marque exactement ce qu'a dit la personne. Et puis, si on ne comprend pas, on en reste... par exemple, dans les traductions, quelquefois, les gens proposaient des traductions qui nous restaient... on ne voyait pas à quoi ça renvoyait. Hein. Comme Audricourt qui demande qu'est-ce que c'est que totem, le mot totem, donnez-moi en Tiamouhi, parce que les ethnologues s'adressent au totem. Bon. Et monsieur réfléchit. Il dit, écoutez, voilà, monsieur Audricourt, pour moi, totem, c'est une prescription médicale. On était loin de la religion. Si vous voulez. Et donc, Audricourt, il a noté ça, prescription, entre parenthèses, médicale, dit pas... Bon. Et Jean-Claude m'aidait à poser des questions beaucoup plus justes que celles que posent d'habitude les ethnologues qui sont un peu à la louche. Et si les gens sentent que vous posez des questions approximatives et que vous vous contentez des réponses approximatives, ils vous laissent faire, si vous voulez. Mais quand ils sentent que c'est plus sérieux, ils entrent dans le jeu. Donc, ce travail a permis à Jean-Claude et Françoise de passer à l'élucidation à la transcription d'énoncés en se méfiant des généralisations. Hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Claude ne croyait, il a été un peu comme saint Thomas, quoi, il croyait que ce qu'il pouvait véritablement prouver, et il considérait qu'il n'y avait pas d'a priori, il n'y avait pas une culture kanak comme ça qui existerait en soi, il y avait des gens dans un contexte particulier. Alors il accordait beaucoup d'importance, et là-dessus je l'ai beaucoup rejoint, puis après on a amplifié cette méthode, au parcours de la personne. Si elle avait travaillé chez Lénard, si elle a été anoumée à qu'est-ce qu'elle avait fait avant, son niveau scolaire. Si beaucoup de gens étaient des moniteurs, hein, ces instituteurs kanaks, etc. Et essayer de bien reconstituer le contexte de l'énonciation, si la personne n'était pas contente, si souvent les narrations suscitaient des conflits. Donc il note
Il note, justement, le problème, c'est que Jean-Claude, ces choses-là, il me les raconte. Mais il les note pas toujours. Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris il aurait fallu l'enregistrer lui-même. Bon, voilà. Toujours est-il que l'énoncé, pour lui, prime sur la représentation, le fait prime sur son commentaire. Il ne faut rien simplifier. Et du coup, on reste très perplexe. Alors, ça a eu un effet un peu négatif, c'est que du coup, le passage à la publication était plus difficile. Je termine par une idée qui me paraît forte. Là, juste, il faut vraiment que je la développe, parce que sur la raison Thiemoui, à travers ce recueil systématique, précis, localisé, individualisé, on voit qui raconte quoi. Évidemment, ça réduit l'altérité. On peut partager parole ensemble, etc., avec les gens. Et ça crée une somme, aujourd'hui, une somme considérable d'énoncés articulés les uns aux autres, qui sont cohérents. Et pourquoi est-ce qu'ils sont cohérents ? Parce que ces énoncés sont constitutionnels. C'est-à-dire, c'est des énoncés historico-juridiques qui fondent et justifient la position des personnes dans leur dispositif politique, en l'occurrence la chefferie de Puebla, il y a aussi la Tihuaca, il y a aussi le bord de mer, et puis il y a aussi le Mont Païti, la chefferie de Baye, la chefferie Puebla, etc. C'est-à-dire, du coup, le terme lui-même de littérature orale et de tradition orale me paraît obsolète, si vous voulez. C'est comme si on disait que la Constitution de 58, c'était de la littérature orale. Non, c'est des gens qui se sont réunis et qui se sont pensés les uns par rapport aux autres dans un dispositif dont ils peuvent d'ailleurs, on voit à peu près quand est-ce qu'il a pu apparaître, des périodes très anciennes. Et ce dispositif, il s'agissait de le maintenir malgré la colonisation, malgré l'évangélisation, malgré le reste. Et quand on regarde tous ces textes, tous ces récits constitutifs, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une forme de résistance là-dedans. Il y a une façon de rester soi-même malgré tous les avatars. Et quand il y a des histoires de guerre coloniale, d'implantation de missionnaires, de déplacement de population avec la constitution des réserves, d'invention de chefferies administratives ou d'implantation forcée de chefferies administratives, eh bien, ces récits absorbent ces histoires, en font des petits événements par rapport à une pérennité très grande. Et du coup, il y a une dimension historique, mais c'est une dimension historique qui, en même temps, qui ne part pas dans tous les sens. Il y a un cadre qui est fixé, un socle, dirait maintenant le Sénat coutumier. Et c'est le respect de cette expression qui dit elle-même le monde kanak, qui finalement forme un corpus d'énoncés qui manifeste une autonomie sociale et politique, une sorte de quant à soi, au sens strict. On pourrait dire maintenant, dans une emphase politique, une sorte d'esprit d'indépendance. C'est-à-dire, vous pouvez toujours causer, nous, c'est comme ça. Voilà. Mais comme personne ne voulait l'entendre, sauf Jean-Claude Rivière, et encore, ils ne lui ont pas dit comme ça, ils l'ont dit dans des énoncés qui ont été posés les uns à côté des autres pour former un ensemble cohérent. Donc, pour terminer, on a évoqué l'engagement politique de Jean-Claude Rivière, les stages qu'il a fait notamment en 86, quand Lino Lepeu et la région Nord, à l'époque, lui avaient demandé de venir faire des stages avec Françoise pour aider les gens à apprendre à écrire et lire leur langue. Il y a ici, par exemple, Marie-Bernard Pauwy, qui, elle, est une élève de Jean-Claude de cette époque. Il y a aussi Yvon Goromwenda. Donc, il y a eu des retombées de cette initiative. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont plus là. Malheureusement, ces textes sont restés inédits. Et qu'en faire ? Comment faire ? Et je dois dire, et j'en profite puisque les amis sont venus, c'est l'ère Païti Tiamoui, une des 8 aires coutumières
Nouvelle-Calédonie, qui envoie 2 sénateurs au Sénat coutumier, qui comprend donc 16 sénateurs. C'est ce dispositif dont j'ai mis du temps à percevoir l'implantation. C'est ce dispositif, et en particulier l'ère Païti-Tiamoui, qui demande le retour de ces documents pour poser, en quelque sorte, les spécificités locales à partir des paroles et des écrits, parce qu'il y a aussi des écrits, des paroles des personnes que Jean-Claude avait interrogées, dont il avait transcrit tout le travail. Et donc, ce qui est en train de se faire, ça s'appelle politique mémorielle du pays. On pourrait le faire dans d'autres langues, mais là, je suis invité, dans tous les sens du terme, à venir pour coordonner la publication de ces travaux et ainsi faire émerger, j'ai le sentiment parfois de faire émerger un continent enfoui, quelque chose qui avait disparu sous l'eau, était noyé, etc. Et alors il y avait quelques histoires, des contes, des légendes, des petits trucs intéressants, au demeurant très très intéressants, dont on a recueilli pas mal aussi, mais qui ont aussi d'ailleurs des significations politiques bien souvent, un peu comme les fables de La Fontaine et dans le rapport à Louis XIV. Et puis, donc ces terres avaient été immergées, et maintenant, ce socle remonte à la surface comme un radeau qui sort de l'eau et constitue un socle très important dans la réorganisation des chefferies et dans l'affirmation de soi pour l'avenir. Donc vous voyez que du souci du détail, d'un recueil systématique, du respect profond des personnes et de leurs paroles, telles que Jean-Claude et Françoise les ont développées, Jean-Claude en particulier dans cette ère qui lui était particulièrement chère, de langue tiémoui, mais il m'a invité après à venir dans cette ère tiémoui, où je travaille à partir de 1975, et aussi dans l'ère Païti. On arrive à avoir finalement sauvé un ensemble de réglementations sociales, sociologiques, juridiques, sur lesquelles le pays peut s'appuyer. Alors justement, le président de l'ère Païti-Tiémoui, Richard Poinalioin, est ici. Gaspard Pomendiou travaille avec moi. Rebas Wakatiéou, Alexandre Kamunda, fils de Robert Poirarec, a été un informateur, un collaborateur très très important sur le Païti. Et puis les Goromindo là, qui organisent en ce moment leur mariage à Netchaot. Tout ça forme une sorte comment dire, une entente maintenue, continuée autour de cette mémoire, avec un grand sentiment de responsabilité. Et je leur sais gré, toutes ces personnes, d'avoir aidé, avec Claire ici présente aussi, mais dans un autre contexte, d'avoir aidé à la préservation de ces documents, pas seulement les préserver matériellement, mais à la réévaluation de ces documents dans une perspective de construction, de reconstruction du pays. Et c'est ma motivation à la fois scientifique et politique aujourd'hui. Et sans cette rigueur de Jean-Claude Rivière, je pense qu'on en serait resté toujours à ce qui existe encore, hélas, à des considérations générales sur la culture kanak qui, la plupart du temps, s'avèrent inexactes dans la pratique. C'est des représentations que les Européens ont développées à propos du monde kanak. Alors voilà, et c'est sûr que cette œuvre, ce parcours, ce fait d'avoir associé aussi d'autres chercheurs, des historiens, Isabelle Merle qui est là, toutes les personnes qui voulaient avoir des informations, des documents, des références sont passées par Jean-Claude Rivière, mais beaucoup sont passés aussi chez Antoine Goromindo, hein, je veux dire, c'est-à-dire par ces érudits du monde kanak que Jean-Claude a fédéré, valorisé et dont il a porté
la mémoire et le travail de mémoire. Donc, cet héritage est important, il est très très important. Je pense, sans vouloir exagérer, qu'il est sans équivalent. Il est sans équivalent. J'estime, comme vous l'avez fait comprendre, beaucoup le travail de Maurice Lénard, mais quantitativement, c'est sans équivalent. On n'a pas un ensemble de documents aussi coordonnés sur quelques régions de Nouvelle-Calédonie. Et en plus, c'est un héritage que les Rivières ont pris soin de ne pas surinterpréter eux-mêmes. Ils nous le livrent, ils nous le restituent, ils le redonnent à ceux et celles qui leur ont donné pour nourrir une réflexion en marche et pas du tout pour établir un univers muséographique qui serait figé. Voilà, donc je pense qu'on sera nombreux à penser beaucoup à eux et à retravailler dans la même perspective. C'est un avenir essentiel pour les recherches en Nouvelle-Calédonie que de garder en mémoire et en action leur exemple. Voilà, je vous remercie.